Bienvenue dans Santé Future, votre nouveau rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Et quel plus bel endroit que le Paris Santé Campus pour cette première émission de la gestion des hôpitaux en crise à l'amélioration de l'accès aux médicaments, en passant par l'intelligence artificielle et les questions qu'elle soulève. Chaque mois, pendant 1 heure, je vous invite à plonger au cœur des grands enjeux du secteur. 1 heure pendant laquelle leaders et experts de la santé partageront leurs perspectives, parfois engagées, sur les tendances, les innovations et les solutions émergentes. Le big data transforme notre approche de la santé et ouvre la voie à de solides avancées, un bouleversement qui soulève des questions en termes de protection des données et d'enjeux éthiques. Alors, le big data en santé, risque ou opportunité, élément de réponse à suivre. Nous évoquerons notamment l'impact du big data sur la personnalisation des soins de santé, l'un des aspects les plus prometteurs en termes d'innovation, mais pour lequel les aspects juridiques et réglementaires jouent un rôle déterminant. À ce sujet, où en est la France? On vous le dit dans cette émission. Et puis, dans la pépite santé, lumière sur une initiative qui illustre pleinement le potentiel du big data. Et pour cette toute première édition, j'ai le plaisir de recevoir la directrice générale d'H4D, Valérie Costuta. Cette start-up française a mis au point une cabine de téléconsultation connectée pour pallier les déserts médicaux. Santé Future, c'est parti. Antoine Teignard, bonjour. Bonjour Alix. Vous êtes le directeur général de Paris Santé Campus. Merci de nous accueillir pour cette toute première édition de Santé Future. Nesrine Benia, vous êtes fondatrice de Docteur Data et Docteur en droit. Merci d'être avec nous. Anne-Laure Martin, vous êtes directrice des data et des partenariats chez Unicancer. Merci également. Et enfin, Alexandre Templier, vous êtes le cofondateur et président de Quinten. Merci à tous les quatre d'avoir répondu présent. Et à mes côtés également, Hervé Bonneau, président de Nexencom. Et puisque l'avenir de la santé sera le dénominateur commun de toutes les émissions, quel qu'en soit le thème, j'aimerais que chacun d'entre vous partage une découverte scientifique récente qui l'a marqué. Vous avez 2 minutes. Alors, je ne sais pas si je peux parler de découverte scientifique. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu voir d'une société française, d'ailleurs, qui fait pas mal de choses aux États-Unis et en France. Et c'est vraiment la combinaison entre la robotique, dans le domaine justement de la chirurgie, et de l'intelligence artificielle. Donc ça, j'ai vraiment été impressionnée, parce qu'au-delà des robots en chirurgie qu'on a l'habitude de voir assez statiques et pas assez travaillés, qui n'embarquent pas du logiciel et de la puissance de calcul, ou de l'intelligence, on va dire, technologique, là, c'était complètement transformé. Peut-être pas citer l'entreprise, je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est vraiment une société... J'ai le droit. Je pense, je dis du bien. C'est Moon Surgical. Et on a pu voir en fait à San Francisco, parce que c'est très rare d'avoir aussi accès de visu au robot, la façon dont ça se comportait. Et puis il faut se dire que dans un bloc, on peut avoir un assistant qui va tenir juste pendant 5-6 heures, voire plus, quelque chose. Et là, c'est complètement autoguidé et la sensibilité était vraiment extraordinaire. Et c'était embarqué avec du logiciel. Donc ça m'a vraiment, on va dire, impressionnée. Parce que c'est rare qu'on voit du hardware aussi dans la santé numérique associé. Et puis, ils ont même été cités récemment par NVIDIA dans la keynote. Donc, je trouvais que c'était très malin. Antoine ? Moi, je suis fasciné par l'utilisation globale du numérique et ce qu'on en voit aujourd'hui, notamment pour le grand public, d'émergence d'analyse avec l'intelligence artificielle, par exemple, et à quel point, en fait, on est en train de vivre une révolution globale. On change complètement la façon de penser, on change complètement ce qu'on peut amener pour chacun de nos patients. On ouvre vraiment des nouvelles portes dans la résolution du diagnostic, du traitement, du suivi des patients. Et donc, c'est aussi la révolution de ce qu'on mène au quotidien à Paris Santé Campus qui me fascine beaucoup. Quel suivant? Alors. Écoutez, je peux vous en dire 2 mots. Alors, après avoir beaucoup réfléchi, je serai moins numérique dans l'exemple que je vais citer, mais travaillant dans le domaine de l'oncologie, moi j'ai envie de citer l'immunothérapie, qui a été une arrivée de thérapie innovante, de rupture dans certaines situations où on était... sans option thérapeutique efficace, notamment en cancer du poumon. Et j'ai envie de dire, peut-être en annonçant ce dont je pense qu'on va parler un peu plus tard, que toutes ces données de santé doivent nous permettre en fait, de démultiplier en fait, ce type d'innovation et donc d'améliorer la prise en charge des patients. Alexandre. Ce qui m'a le plus impressionné récemment, ce n'est pas une découverte scientifique, c'est une innovation technologique qui vient des États-Unis, un IRM fonctionnel,
donc qui mesure en temps réel l'activité de certaines parties du cerveau, focalisé sur les zones du langage, entraîné longuement apparemment sur des individus, et qui au bout d'un moment permet, lorsqu'un opérateur lit un livre, un texte au sujet, permet de reconstituer des mots et des phrases. Si on m'avait dit que ça existerait il y a 2 ans, j'aurais dit jamais. Oui. Voilà. On lit dans les pensées maintenant avec l'IRM fonctionnel, ce qui est assez inattendu. Et ça peut être aussi un peu inquiétant. Ça peut nous amener sur un débat intéressant. Presque sur les puces d'Elon Musk. Ouais. On est pas loin. Hervé, pour finir. Moi, j'ai observé une expérimentation qui débute au Brésil, là, ces jours-ci. Donc, ils ont créé une ferme artificielle qui produit 100 millions d'anophèles de moustiques par semaine. Donc, ils vont balancer 5 milliards de moustiques sur 70 millions de Brésiliens. Et ces moustiques sont infestés d'une bactérie, donc c'est le principe de la symbiose. Et ces bactéries, du coup, bloquent l'entrée dans les moustiques de tout un tas de virus. La dengue, le chikungunya, le Zika et compagnie, voire le plasmodium, enfin le parasite du paludisme. Et donc, pour un coût assez dérisoire de 18 millions d'euros, ils fabriquent 5 milliards de moustiques qui devraient éradiquer plein de maladies. Je trouve ça assez étonnant. Alors, on est en big data, c'est quand même 5 milliards de moustiques balancés sur 70 millions de Brésiliens. Et c'est One Health. Je trouve que c'était une façon d'annoncer une autre émission. Oui, c'est bien, ça change un peu. Merci pour cette première fenêtre sur la science. Tout de suite, place à notre débat. Le recours au big data en santé transforme notre compréhension des maladies et les traitements qui en découlent, une transformation qui n'est pas sans risque et qui implique des questions éthiques, juridiques et pratiques. Nous tâcherons dans ce débat d'y voir un peu plus clair. Hervé, avant toute chose, un petit point sur l'importance du big data à l'heure où on se parle. Ce que tout le monde dit, c'est que le big data va transformer la médecine, qu'on va passer d'une médecine curative simple à une médecine notamment prédictive. Et ça pose des questions. Est-ce que c'est bien de tout prédire ? Surtout qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. On va passer de médecine préventive. C'est formidable. Il y a des vaccins qui arrivent contre le cholestérol. Est-ce que tout le monde y aura accès ? À quel prix ? Quelles seront les conséquences sur la population ? C'est formidable. On aura une population qui va prendre en charge sa propre médecine. Ça va modifier la place du médecin. Est-ce qu'ils vont accepter que le patient devienne impatient de prendre sa place ? C'est un vrai débat. Et puis évidemment, la médecine personnalisée, la médecine sur mesure, les coûts, l'accès aux soins, donc les débats éthiques et sociétaux qu'il y a derrière. Est-ce que tout le monde pourra bénéficier de ces avancées ? À quel prix ? Et est-ce que les datas seront bien sécurisées ? C'est des questions à poser aux experts. Merci Hervé. Avant d'explorer plus en profondeur les implications du big data en santé, prenons le temps de mettre en lumière les opportunités économiques qu'il offre. Antoine, est-ce qu'il existe une forte demande en France quant à l'approche médicale centrée sur les 4 P, prédictive, préventive, personnalisée et participative ? Alors, la réponse est oui. Il y a une forte attente, il y a une forte demande, à la fois parce que la promesse, c'est d'arriver à aller dans des niveaux de précision, de personnalisation beaucoup plus aboutis. On parlait tout à l'heure d'immunothérapie, je trouve que c'est un très bon exemple de regarder comment le traitement des cancers évolue vers des logiques beaucoup plus personnalisées, à la fois basées sur l'analyse de la tumeur, l'analyse de l'hôte, le patient, et notamment de son système immunitaire. Donc c'est vraiment une tendance forte qui va nous amener vers une logique beaucoup plus aboutie et passer de soins, on va dire, de masse à des soins beaucoup plus personnalisés. Ça peut sembler un peu étonnant parce qu'on se dit aujourd'hui, moi quand je vais chez le médecin, évidemment, il me regarde moi et pas forcément les autres. Et pour autant, en fait, dans la façon dont on utilise les médicaments, la façon dont on fait les diagnostics, dont on peut aller dans la finesse de beaucoup d'informations, les données vont nous aider justement à progresser dans ce sens-là. Dans son point d'étape sur le plan d'investissement France 2030, Emmanuel Macron a placé la prévention au cœur des priorités en santé. Quelle part d'investissement est consacrée à la prévention chez Paris Santé Campus ? C'est 100%? Alors, la France réinvestit massivement effectivement dans l'innovation en santé, vous l'avez cité, et donc le président a annoncé en juin 2021 tout un plan, une stratégie et des financements associés, à la fois des financements privés mais aussi bien sûr des financements publics qui ont vocation à dégager un certain nombre d'axes prioritaires. Parmi ces axes-là, les maladies infectieuses, on en a parlé avec les moustiques, le numérique et puis les enjeux de bioproduction. Sur la question du numérique, évidemment, la transformation numérique de la santé est quelque chose de très transversal. Ça va toucher toutes les disciplines, tous les métiers, tous les pans
de fonctionnement de la santé, que ce soit, on en parlait tout à l'heure, du diagnostic, mais aussi dans la relation patient-professionnel, l'accès à l'information, on l'a vu pendant la crise Covid. Donc beaucoup d'éléments qui sont modifiés par ces approches-là. Paris Santé Campus incarne complètement ces investissements qui sont mis en place pour le numérique dans la santé, et donc à ce titre-là déploie également des initiatives dans beaucoup de domaines. La prévention en fait partie, c'est un changement stratégique bien entendu, et il y aura dans France 2030 des aménagements spécifiques sur la planification pour la prévention, mais on adresse bien évidemment d'autres sujets également, à la fois la découverte de médicaments, les plateformes hospitalières de données, les innovations organisationnelles basées sur le numérique, l'intelligence artificielle, beaucoup de dimensions qui vont servir la prévention notamment. Et ce que je voudrais rappeler, et je pense que ce sera un élément fort de notre débat, c'est que les données, le numérique restent des outils pour des finalités. Et donc, en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, en tant que patient, c'est vraiment sur cette logique-là qu'on doit se centrer, c'est-à-dire quel va être notre objectif pour le système de santé et pour son futur, et comment est-ce que le numérique, justement, va servir ces évolutions. Alexandre, quel type de données de santé traitez-vous et comment les monétisez-vous chez Quinten ? Alors, on traite des données de santé de l'ordre de la recherche, des données d'essais cliniques, typiquement les essais menés par les laboratoires pharmaceutiques, l'industrie de la santé, et les essais les données dites de vie réelle, donc générées par le soin, par les prises en charge, les remboursements, la recherche également, mais la recherche plus académique, notamment celle du NICancer. Je ne pense pas qu'on puisse parler de monétisation de données, ce n'est pas notre rôle de faire ça, c'est plus d'extraire de la valeur de ces données-là. Et donc, typiquement, développer des algorithmes, comme ceux dont parlait Antoine il y a un instant, d'algorithmes de prévention, de ciblage, d'identification des répondeurs, de dépistage, ou finalement l'application des technologies d'apprentissage machine, qui est une des branches de l'intelligence artificielle. Et sur quel projet spécifique vous travaillez ensemble ? Alors sur le projet de développer ce qu'on appelle des jumeaux numériques, des simulateurs de cohortes virtuelles dans le cancer du poumon, et qui ont pour objectif d'aider notamment les médecins, mais dans un premier temps les industriels, à appréhender la pathologie dans sa complexité, son temps long et la grande diversité de patients, sachant que précisément les essais cliniques dont je parlais il y a un instant portent nécessairement sur un nombre de patients réduit et une durée relativement courte. Et au mieux avec un comparateur, voire pas de comparateur du tout. Donc ce sont des essais qui ont vocation à démontrer le lien de cause à effet entre l'administration d'un traitement et l'influence que ça peut avoir sur un critère d'efficacité, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs le critère ultime qu'on cherche à adresser, comme la survie globale. Donc on regarde souvent la survie sans progression ou un critère intermédiaire. Et tout l'enjeu pour l'industrie, et plus loin pour les médecins, c'est de comprendre finalement la maladie dans son temps long, dans son hétérogénéité et dans la complexité de sa prise en charge. À partir du moment où ça c'est modélisé, et donc à partir du moment où on peut simuler la trajectoire d'un patient ou d'une population, ça change totalement la manière de prendre en charge les patients et de la manière de développer les médicaments également. Parce qu'on n'est plus dans on va dire un zoom de l'essai clinique qui n'informe pas ni sur le temps long, ni sur la grande diversité, ni par rapport à la prise en charge. Et quant à Quinten, quels sont les principaux indicateurs de succès quant à vos initiatives ? Alors, les succès, c'est typiquement quand on prédit et on simule une trajectoire ou les résultats d'essais, effectivement que des essais qui sont menés suite à des simulations soient en ligne avec les simulations qui ont été faites, par exemple. Ça peut être également quand on identifie des profils de répondeurs sur un jeu de données, vérifier sur un autre jeu de données que effectivement les patients qui sont dans les profils qu'on a identifiés répondent mieux que la moyenne. Voilà, ce genre de choses. Ça nous amène à la performance des algorithmes en intelligence artificielle. On peut difficilement parler de big data sans d'algorithmes et intelligence artificielle. Et donc, ça nous mène sur des sujets de performance prédictive, de sensibilité, de spécificité, de dérive éventuelle. Enfin, c'est des sujets un peu techniques, mais effectivement, il y a des méthodes de validation et d'évaluation des performances de ces algorithmes qui sont absolument centrales et essentielles sur ces métiers. Alors, je voyais hocher de la tête, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, peut-être sur l'aspect périmètre de données que l'on arrive à intégrer dans les travaux que l'on peut faire de façon collaborative avec Quinten, mais de façon plus générale, en fait, il y a un réel enjeu sur le périmètre des données accessibles. Dès lors que l'on parle de personnalisation, en fait, on a classiquement, de façon plus ou moins, je dirais, efficace, accès à des données issues du soin, à des données issues d'essais cliniques, mais il est essentiel d'arriver à intégrer toutes les composantes qui vont permettre de personnaliser réellement. Et en ça, il est important pour nous, et c'est un axe fort des déploiements d'infrastructures que l'on fait et des échanges que l'on peut avoir avec les comités de patients, que l'on puisse intégrer des données patients, en fait. Toutes ces notions qui vont au-delà de l'efficacité, de l'évaluation de l'efficacité d'un produit, qui sont sur l'aspect qualité de vie, impact social, retentissement, au-delà de la prise en charge immédiate. Mais on pourrait aussi imaginer tout ce qui concerne les facteurs environnementaux. Il y a beaucoup de sujets, de données qui doivent pouvoir être agrégés, et les enjeux d'aujourd'hui sont sur notre capacité à mettre en commun, à faire parler des données qui permettent de décrire un patient et sa maladie dans son ensemble et pas que sur un point de vue. Elle revient un petit peu sur les domaines dans lesquels les entreprises de santé peuvent tirer le meilleur parti, trivialement, du big data. Oui, je reprends ce qui vient d'être dit. Enfin, je pense que c'est l'industrie pharmaceutique qui me vient en premier à l'esprit, parce qu'ils ont un modèle qui est basé depuis des années, on en parlait, sur l'essai clinique, qui commence même avec la POC, la preuve de concept qu'on fait quand on sort de chez la souris. Et là, on cherche sur un tout petit nombre de patients un petit critère très précis qui a de bonnes chances de sortir. Et après, on fait un essai sur une petite population, puis une un peu plus grande, etc. Mais on ne prend pas en compte toute la vie du patient, les comorbidités. Et puis, c'est un temps court, c'est des patients hyper sélectionnés, hyper surveillés. Et ça va tout remettre en cause. Si c'est plus ça qu'on fait pour optimiser le développement des candidats médicaments, effectivement, ça va changer leur modèle de recherche, leur modèle de développement et puis de communication. Parce qu'il va falloir tout changer. Mais en même temps, c'est peut-être pas si simple pour eux, parce qu'ils sont dans un modèle économique qui est assez confortable, ça fonctionne. Et leur dire, vous arrêtez ce que vous faites pour prendre des trucs, alors qu'ils prennent un risque actuellement. Alors, je ne pense pas qu'ils arrêtent, hein, pardon, je me permets. Ils n'arrêteront pas de faire des essais cliniques avant longtemps. Simplement, les essais cliniques tels qu'on les connaît ont plus de 70 ans aujourd'hui, 75 ans, 80 ans presque maintenant. Donc, à l'époque où ça a été conçu, tel que c'est réalisé aujourd'hui, modulo tout ce qui est essais décentralisés, digitaux, etc., les essais ne sont pas conduits comme à l'époque. Mais ils sont conçus, leur fondement, leur nature profonde est la même. Au sens où, forcément, on capte un nombre limité de patients sur un temps court et avec un comparateur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre en question la viabilité des données avant l'avènement du big data ? Non, je pense qu'il faut juste effectivement vivre avec son temps et éviter, on va dire, l'inertie qu'on peut observer ou la résistance au changement qu'on peut observer dans les industries, et notamment l'industrie pharmaceutique. On parlait de médecine personnalisée. On ne le dit pas assez, mais en moyenne, toute aire thérapeutique confondus, les médicaments fonctionnent sur 50% des patients. Bon, on ne le sait pas, ça. Donc, à un moment donné, il faut se le dire. Et il faut savoir ce qu'on se donne comme moyen pour aller vers des traitements qui sont plus ciblés, pour augmenter ce taux de réponse. Il en va de la viabilité de notre financement de la santé, par exemple. On a une industrie qui cherche toujours, et c'est bien normal, la rentabilité. Et c'est compliqué de réduire une cible, parce que ça voudrait dire potentiellement avoir un remboursement plus important sur la moitié des patients. Vous voyez, le système lui-même n'est pas prêt à ça aujourd'hui, parce que les outils d'objectivité ne sont pas encore en place, alors qu'ils sont totalement accessibles technologiquement. Je terminerai par dire une chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la médecine personnalisée. Le frein, il n'est pas technologique. Il faudrait déjà que les systèmes d'information convergent, que les éditeurs de systèmes d'information hospitaliers parlent le même langage. Aujourd'hui, ils sont fermés. Comment voulez-vous qu'on apprenne sur des données qui soient homogènes et qu'on arrive à comment dirais-je, déployer des usages chez les médecins ou dans les établissements s'il n'y a pas une homogénéité et s'il y a tous ces freins au changement. Donc le maillon faible, ce n'est pas du tout la technologie dont on parle aujourd'hui. C'est tout ce qui est avant et après. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'entreprise, nous, on se focalise sur la pharma et le développement de ces outils dont on sait qu'on en aura besoin ensuite quand le système sera prêt à les digérer. Antoine ? Oui, ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. D'abord, effectivement, que
on va disposer de données de plus en plus complètes, de plus en plus précises, de plus en plus fines, qui nous permettront de mieux caractériser. On prenait l'exemple des médicaments, mais c'est vrai dans beaucoup d'exemples de recherche clinique, à la fois les populations de patients, les pathologies, les critères sur lesquels on va travailler. Et donc, c'est vraiment un changement de cadre complet. Et il est possible que des études qu'on a fait il y a 30 ou 40 ans, avec des données qui vont beaucoup plus loin aujourd'hui, ne passeraient pas les validations. C'est une réalité. Et puis, si on prend un petit peu de recul également, et notamment sur la question de l'industrie pharmaceutique, vous parliez du moment où un candidat médicament était testé chez la souris et qu'on le déployait dans des études cliniques. Mais il faut regarder bien en amont parce que le numérique transforme complètement cette partie-là aussi. Et notamment, toute la chimie organique qui existait auparavant n'existe plus aujourd'hui. On a des criblages et de la conception de molécules. Un antibiotique récent a été testé par l'intelligence artificielle avec des algorithmes qui travaillent sur des jumeaux numériques de molécules et de récepteurs. Et donc, toute cette partie très amont de conception de médicaments, elle est aujourd'hui virtualisée grâce à des outils qui sont développés justement sur ces données-là. Donc, c'est un changement de modèle complet qui nous permet d'aller plus vite aussi parce que on n'a pas besoin de synthétiser 1000 molécules pour les tester sur des banques chimiques, et qu'on va synthétiser d'emblée la molécule qui va être utile. Et de ce point de vue-là, on a l'exemple de beaucoup de transformations d'industrie auparavant, et notamment l'industrie aéronautique qui est passée de la planche à dessin aux outils virtuels complets. Les avions dans lesquels on voyage aujourd'hui ne sont plus testés dans les souffleries, ils sont assemblés complètement parce qu'ils ont été testés sur des modèles virtuels auparavant et qu'on a vu qu'ils fonctionnaient. Nesrine, quels sont les aspects juridiques à prendre en compte quant à la personnalisation des soins de santé via le Big Data ? C'est vrai que moi, je préfère d'abord rêver avant de penser au droit. Je pense que c'est important de le rappeler. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine, effectivement, avec tout ce qui est drug AI discovery, on est vraiment en train d'avoir une nouvelle ère aussi pour l'industrie pharma. J'ai entendu le mot résistance tout à l'heure aussi. Il y a plein de sujets en fait autour de la data. Avant l'aspect juridique, je pense qu'il y a l'aspect aussi d'avoir de la donnée structurée, disponible, pas enfermée. Voilà. Donc je pense que là, c'est plutôt lié à des ressources qui manquent et puis parfois à des états d'esprit qui ne sont pas alignés avec ce qu'on va faire. Donc ça, c'est une première étape. Et puis ensuite, en fait, j'ai envie de dire, le juridique, c'est un outil. Alors effectivement, on est dans un pays qui est parmi peut-être, parmi en Europe, celui qui est le plus contraignant. On a le RGPD, forcément, mais après on a des dispositions spécifiques en France avec la loi informatique et liberté sur la santé. Rien n'est impossible. Moi, je préfère dire ça. C'est beaucoup une question à la fois d'état d'esprit, une question d'analyse du traitement de la donnée qui sera fait dans tout son contexte, une question aussi de maîtriser la réglementation, de maîtriser aussi son interprétation, parce qu'elle est elle-même interprétée par les autorités, et parfois ça peut changer. Donc, il faut être vraiment au fait de ça, mais c'est pas un frein. Je veux dire que c'est pas un frein parce qu'on a, alors dans le juridique, on a pas mal de choses. Est-ce qu'on a le droit de traiter cette donnée ? Je prends le cas d'un essai clinique, par exemple, très très ancien, où on avait une durée de conservation de 25 ans. Techniquement, passé les 25 ans, on ne devait pas les garder, les données. Donc effectivement, les réutiliser devient compliqué. Voilà, donc ce genre de situation qu'il faut maîtriser. Et puis, on a tout l'aspect sécurité proprement parler, comment on fait pour, quand on va partager ces données-là qui sont des actifs, on va sécuriser les canaux de transmission, on va sécuriser leur exploitation. Alors, le but, c'est pas de les laisser sortir. Avoir des bulles sécurisées, c'est bien. C'est aussi, la protection, elle n'est pas uniquement des personnes elles-mêmes, mais aussi de l'actif de l'organisation. Et puis, on a tout un pan lié aux droits des personnes. Alors, je vais citer une amie qui a cité aussi une autre personne qui avait bien dit ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir des notions d'information du patient quand on le peut. Parfois, c'est pas possible, mais un peu plus direct, un peu plus individuel, parce qu'on aura peut-être besoin d'autres données environnementales. Et là, il faudra passer par des questionnaires. Et donc, pour pouvoir impliquer le patient, il faudra un peu plus l'en informer en amont. Donc, je pense qu'on c'est finalement un sujet de société, au-delà d'être un sujet scientifique et technologique, qu'il faut intégrer dans ce qu'on appelle le juridique. Et après, pour aller plus dans le virtuel, l'émission s'appelle Santé Future. Peut-être qu'on aura des essais cliniques dans le Web3, voilà, avec des jumeaux numériques, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas arrêter de rêver là-dessus, juste parce que le droit peut ne pas être en avance. On va revenir sur l'aspect sécurité, mais avant, Anne-Laure, j'aimerais que vous nous parliez d'un exemple concret de personnalisation de traitement chez Unicancer. Alors, on fait beaucoup de recherches dans le domaine. On avait réuni un groupe d'experts il y a maintenant 12-13 ans pour initier toute cette démarche de personnalisation des traitements. Alors, ça peut prendre plusieurs canaux. Ça peut être
pour faire écho à un propos d'Alexandre qui faisait allusion au taux d'efficacité en oncologie, on sait bien que l'on a développé à partir des années 70 toute une stratégie de prise en charge, ce qu'on appelle la prise en charge adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie, qui est l'acte fondateur de prise en charge du cancer. Et l'on sait très bien que l'on a observé des améliorations en termes de gains de survie, mais au détriment en fait d'un surtraitement de patients qui n'en auraient pas eu besoin. Donc la personnalisation, dans un premier temps, est passée par la conception d'essais de ce qu'on appelle des essais de désescalade, c'est-à-dire essayer, sans l'approche big data, algorithmique, etc., essayer d'identifier des sous-groupes de patients de meilleurs pronostics pour désescalader les traitements et donc épargner des conséquences secondaires à ces traitements, des toxicités chroniques, etc. Et puis ensuite, on a essayé, avec tout l'avènement de ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire qui viennent cibler des molécules, des cellules présentant des récepteurs particuliers. Ça a été le gros essor de la dernière décennie ou 15 dernières années même. En fait, essayer donc d'aller dans la biologie fine de la tumeur pour la caractériser au mieux et cibler vraiment avec le traitement qui va avoir un effet sur les propriétés biologiques de la tumeur. Et donc, on a développé tout un programme de preuve de concept initialement parce que, en fait, c'est un changement de paradigme. C'est aussi changer la façon de concevoir la recherche, c'est-à-dire de ne plus cibler une pathologie par pathologie, mais sur des groupes d'individus qui présentent les mêmes caractéristiques au niveau de la maladie. Et ça, c'est une révolution complète aussi, qui n'est pas achevée. On n'est pas allé, évidemment, on a l'habitude de dire en cancérologie, la maladie est toujours plus intelligente que le chercheur. Donc rien n'est aussi simple que cela, mais cela correspond aussi à des changements de mentalité dans les laboratoires de recherche, dans les compagnies pharmaceutiques et chez les évaluateurs. Et on a eu beaucoup d'échanges avec les autorités, ANSM notamment, parce que ce n'est pas la façon traditionnelle de développer une molécule. Donc ce groupe de médecine de précision, voilà, a beaucoup travaillé dans les 12 dernières années, est arrivé à des niveaux de preuve intéressants. Et maintenant, l'enjeu, c'est de passer à la pratique, c'est-à-dire de passer en fait à quelque chose qui est de l'ordre du dépistage, entre guillemets, ou du repérage systématique des altérations biologiques de la maladie cancéreuse pour ensuite organiser une prise en charge ultra adaptée dans un maillage complet de la prise en charge, c'est-à-dire avec les réseaux d'établissements, et donc de faire du repérage fin de patients pour adresser le bon traitement quand il existe. Parce qu'après, évidemment, il faut favoriser les synergies avec les pharma pour développer toutes ces drogues. Et qu'est-ce que ça représente en termes de formation des professionnels de santé ? Alors, on est déjà, quand on parle de recherche clinique en médecine de précision, on est déjà dans quelque chose qui est différent de la recherche clinique traditionnelle, qui était nécessaire telle qu'on l'a apprise tous dans les manuels et telle qu'elle se pratique, telle qu'elle est reconnue par les autorités, parce qu'on est évidemment, qui dit précision, personnalisation du traitement, dit très petit nombre de patients. On passe dans de la niche, dans du traitement individualisé. Et donc, en fait, on voit bien qu'on ne peut plus construire des essais cliniques. D'où l'intérêt, en fait, de développer de nouvelles méthodologies à partir de données disponibles dans le soin courant ou dans des bases d'essais cliniques historiques, pour arriver à apporter le niveau de preuve recevable par les autorités sur l'efficacité des traitements. Aujourd'hui, on est vraiment dans ce changement de configuration et ce sont tous les acteurs qui doivent s'emparer de ces sujets pour établir des doctrines qui permettent d'avancer dans cette personnalisation des traitements. Et question ouverte, les cyberattaques contre les établissements de santé sont en augmentation. Comment on l'explique ? C'est assez simple à expliquer, malheureusement. D'abord, les possibilités technologiques et le développement d'outils de malveillance.
Et puis après, plus spécifiquement dans la santé, effectivement, la santé est la troisième cible des cyberattaques dans le monde en général. Simplement parce qu'en fait, les données de santé se revendent très bien sur le dark web. Parce qu'elles permettent d'accéder à des identités, parce qu'elles permettent d'accéder potentiellement à des services. Et donc, c'est pour ça que les données de santé sont particulièrement attaquées. Et qui cible nos établissements ? Des hackers malveillants, comme il y a des criminels qui font des actions malveillantes. Donc, on a l'identification de certaines zones avec plus d'activités spécifiques. Donc, ça, on sait le regarder. Ouais. Et puis, on identifie aussi certaines cibles, à la fois plus sensibles et peut-être plus vulnérables. Et l'enjeu, c'est d'accompagner tous les acteurs, que ce soit des entreprises, des soignants, des établissements de soins, mais aussi bien sûr des patients, à comprendre ces enjeux autour de la sécurité des données, et deux, à réagir de façon adaptée pour mettre en place les systèmes qui permettent de protéger les données, et avec une caractéristique qui est une très grande évolutivité des attaques. Et donc ça veut dire qu'il faut en permanence ajuster les outils, les stratégies, et ne pas oublier derrière les outils technologiques la formation humaine, parce que c'est souvent une porte d'entrée vers... Quels sont les types d'attaques les plus courantes, justement ? Alors, il y a différents types d'attaques. Là, on peut rentrer dans les sujets techniques. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que le plus souvent, ce qui était cherché auparavant, c'était des logiques de rançon. Donc, en fait, on va bloquer des systèmes ou bloquer de l'accès à de la donnée pour demander une rançon. Donc, on l'a vu dans certains sites hospitaliers, par exemple. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est que les terroristes ou les acteurs malveillants vont demander de l'argent pour débloquer l'accès à des systèmes ou à des données. Donc l'adaptation, évidemment, c'est de faire des copies de jeux de données et d'isoler les systèmes qui sont ciblés pour pouvoir travailler à côté de ça. Et donc ce type d'attaque a évolué ensuite vers la publication ou la vente de données. Une fois que certains des centres hospitaliers ou des cibles attaquées étaient en capacité de reprendre leur activité avec les données qu'elles avaient déjà copiées. Donc c'est un exemple justement d'évolution de type d'attaque qui permet de mieux comprendre justement ce que vont chercher ces acteurs malveillants. Nasrine ? Oui, il y a, en fait, face justement au prix assez, on va dire, énorme des données qui sont vendues sur le dark web, nous on s'est amusé à faire un simulateur des prix de données, et puis entre les données, on va dire, de base, d'identité, de réseaux sociaux, on pouvait aller retrouver certaines informations sur les revenus récurrents par user, par utilisateur de Facebook et de Google, mais on s'est amusé à les regarder aussi sur le dark web. On a pu trouver quelques dossiers médicaux à $3 000. Donc plus on est malade, plus c'est intéressant, plus ça se revend quand on a des maladies rares. Et puis c'est combiné aussi, peut-être si on vise que les hôpitaux, au fait que les hôpitaux n'ont pas de ressources, donc c'est aussi une cible facile. Et puis pour déstabiliser parfois des pays, quand on peut avoir des contextes géopolitiques, il faut savoir quand même des hôpitaux, pour certains qui sont très grands, sont des opérateurs de services essentiels, au même titre qu'on voit dans les OIV, et donc ça peut déstabiliser aussi un pays. Donc je pense qu'il y a aussi ce type de motivation et la facilité d'y arriver. Aussi. Et puis après, de toute façon, dans les moyens, oui, il y a du phishing, il y a du crypto-hacking. Et puis ce qu'on dit dans l'informatique en règle générale, c'est horrible, mais l'erreur, elle est entre la chaise et l'ordinateur. Donc souvent, vraiment très, très souvent, c'est un mail sur lequel on clique. Et puis voilà, ils sont très, très bien faits. Et donc, et puis, au vu aussi de la multiplication des applications dans un hôpital, on s'ouvre de plus en plus, donc on a de plus en plus de vulnérabilité, donc l'attaque peut vraiment aussi venir d'un sous-traitant qui a été négligent ou qui n'avait pas eu les moyens de voir. Après, le risque zéro n'existe pas, donc tout est dans ce qu'on peut sécuriser et comment on peut aussi avoir des procédures pour gérer on va dire un fonctionnement dégradé et continuer quand même la permanence des soins. La réalité, en fait, pour les acteurs de santé, c'est de bien comprendre que la question n'est pas est-ce qu'on va être attaqué, c'est quand est-ce qu'on va être attaqué. Et donc, ça veut dire qu'il faut être préparé. C'est vraiment, nous, un leitmotiv permanent, parce que c'est un sujet qui est complètement intriqué avec la gestion des données. La CNIL a donné son accord pour stocker des données médicales des Français sur les serveurs de Microsoft à des fins de recherche. Dans quelle mesure les patients sont-ils informés sur ces transferts de données ? À ce stade, je crois qu'ils ne sont pas informés sur le projet en question. Après, il y a quand même des acteurs français qui ont porté le sujet devant le Conseil d'État. Donc là, récemment.
J'ai envie de dire, c'est un vieux débat. Ouais. Juridiquement, on peut transférer des données vers des États-Unis aujourd'hui. En fait, on a eu un accord, ce qui s'appelle le Data Privacy Framework, entre les États-Unis et la Commission européenne. Ouais. Après, on a à côté de ça, je te laisserai la main là-dessus, sur des sujets de souveraineté, effectivement, où il faut garder cette volonté d'être souverain. Oui. Et Et comment on pourrait parfois, réduire notre dépendance à l'égard des Américains, justement? Alors l'objectif, c'est d'arriver, il existe aujourd'hui un certain nombre de standards qui permettent de créer des outils avec deux objectifs. Le premier, c'est des outils de stockage sur le sol français ou sur le sol européen. On a aujourd'hui des solutions technologiques. Et le deuxième objectif, c'est des outils d'exploitation de données. Et donc c'est là aujourd'hui où on est encore dépendant d'acteurs étrangers. Et donc il y a un certain nombre de programmes et d'initiatives, d'ailleurs en collaboration avec certains de ces acteurs, pour mettre à disposition des couches logicielles d'exploitation sur des outils de stockage. Donc c'est effectivement un débat qui est malheureusement pas nouveau, sur lequel l'Europe doit progresser pour pouvoir ensuite garantir qu'elle peut stocker, analyser ces données avec le niveau de souveraineté qui est attendu par la Et société. les informations, elles peuvent sortir du domaine médical? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un paradoxe qui est intéressant, c'est-à-dire qu'évidemment, on regarde la question des données de santé. Elles ont un caractère sensible, la population est tout à fait attachée à la question du secret médical, et puis ce sont des données qui ont aussi un caractère intime. Quand vous allez à l'hôpital toutes les semaines et que vous utilisez un navigateur pour votre voiture, que vous faites une recherche Internet sur le cancer du sein ou le cancer du poumon, vous partagez beaucoup plus d'informations de façon très, très simple avec des opérateurs qui vont récupérer ces informations et les utiliser que si vous donniez votre consentement pour du partage d'informations de données dans des contextes de données de santé, dans des contextes sécurisés tels qu'on les a aujourd'hui dans les établissements de santé. Donc le paradoxe, c'est ça, c'est qu'il y a une sursensibilité sur cette question de qu'est-ce qu'on va faire de mes données de santé, qui est liée aussi au fait qu'on a besoin de plus informer la population et chacun des citoyens à la fois sur la façon dont ces données sont traitées, mais en miroir également sur l'utilisation de façon générale des outils informatiques et des données qui vont partager. Quand on montre à partir de quelques outils de réseaux sociaux, de navigateurs, etc., les données qui sont récupérées pour un utilisateur standard, c'est très impressionnant de voir que la plupart des citoyens n'ont pas conscience de partager autant d'informations. Donc pour revenir à l'utilisation d'un outil de GPS, par exemple, le fait d'aller à l'hôpital toutes les semaines, on peut très bien en déduire, si vous avez fait une recherche Internet sur autre chose, que vous avez une chimiothérapie en hôpital de jour ou que vous êtes traité pour une pathologie chronique, etc., sans avoir accès à vos données de santé qui sont sécurisées. Même plus loin, excusez-moi, le fait de liker sur Instagram des vidéos sur, je sais pas, certains traitements pour la dépression ou pour quitter l'usage du tabac ou des choses comme ça, c'est une donnée de santé. Et malheureusement, c'est la fin de ce débat. J'aimerais poser une dernière question. On l'a évoqué tout à l'heure, les découvertes reposent largement sur l'accès à de grandes quantités de données, ce qui conduit souvent à la nécessité de les rendre publiques. Comment persuader les personnes à mieux partager leurs données? Alors, ça rejoint les propos qui ont été évoqués tout à l'heure sur l'information. Alors, on peut considérer ce point sous plusieurs angles. Je pense que spontanément, les patients, ou en tout cas les citoyens au sens large, puisqu'on est tous détenteurs potentiellement de données de santé, il y a une grande nécessité d'information. Cette information, je pense que tout le monde s'accorde à dire que pour l'instant, elle n'est pas claire, construite, largement diffusée. Qu'est-ce qu'une donnée de santé? Qu'est-ce qui pourrait être fait avec? Il faut éduquer les gens, les rassurer et les informer. Après, il y a la question qui se pose sur la simplification de l'information, parce que trop d'informations tue l'information. Je reprends un lieu commun, mais dans ce que l'on connaît aujourd'hui de la mise en application des obligations pour le traitement de ces données de santé, on est dans une espèce de surenchère liée au fait que quand on gérait un projet, une demande et qu'on réinformait une fois, c'était bien. Aujourd'hui, les établissements de santé notamment se trouvent dans un tourbillon de réinformation plutôt anarchique en fait, et c'est ingérable en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il y a probablement quelque chose, en tout cas nous on le pousse, quelque chose à travailler, de la même façon que le don d'organes a été résolu avec
le consentement a priori. La non-opposition, c'est le principe de non-opposition pour la réutilisation des données de santé, mais la façon dont c'est mis en œuvre produit une surenchère quand même, une démultiplication de non-opposition et donc d'informations préalables. Donc il y a une simplification qui est nécessaire pour libérer les choses, pour libérer les établissements et les chercheurs et que les choses se passent autrement. Surtout, ça ferait l'objet d'une autre émission à l'aube de l'espace européen des données de santé. Tout cela, on ne sait pas très bien encore comment ça va se dérouler. Voilà. Après, il y a ce sujet de la culturation, comme je l'évoquais, qui est primordial. Il faut rassurer les gens, être pédagogique. Le législateur, le régulateur est là pour cadrer les réusages. Il y a tout le champ de l'éthique, qui est aussi de la responsabilité des producteurs de données, qui doivent s'assurer du champ éthique. Et donc, il y a tout un cadre qui est mis à la réutilisation d'ores et déjà des données de santé. Et donc, il est nécessaire de rassurer les gens sur le sujet. Alexandre ? Je pense, j'ai écouté Anne-Laure, et je pense qu'on peut parler de don d'expérience. Non pas de don d'organes, mais de don d'expérience. Vous prenez le moindre cobaye animal qui fait l'objet d'une expérimentation pour faire progresser les connaissances. Il a sa dignité, le cobaye. Il génère de l'information. Bon, il est peut-être sacrifié à la fin, mais il a fait progresser la science. La recherche médicale, aujourd'hui, on en a parlé, elle est soumise à un certain nombre de réglementations, notamment liées à la data, etc. La pratique médicale est soumise, elle aussi, à un certain nombre de réglementations liées à la data, mais la pratique médicale, hors recherche, ne génère pas d'informations. Quand ça se passe mal pour nous, ça n'aide pas le voisin. Partager ces données de santé, c'est changer ça. C'est contribuer à une amélioration de la santé, c'est contribuer à un système apprenant. Et c'est finalement pousser la frontière de la recherche et amener la recherche dans la pratique quotidienne. On l'a tous vécu pendant le Covid. On ne pouvait pas rester dans cet état des années pour développer un traitement. Pas du tout. Il a fallu faire exploser en urgence le système. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de réfléchir à ça ? On est tous responsables. Donnons notre expérience. Et ce sera le mot de la fin de ce tout premier débat de Santé Future. On passe à la pépite santé. Et on termine cette émission avec la pépite santé. Valérie Kossuta nous a rejoint sur le plateau de Santé Future. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes la directrice générale d'H4D, une start-up française pionnière qui, pour lutter contre les déserts médicaux, a mis au point une cabine de télémédecine. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement la genèse d'H4D ? Oui, H4D est né d'un projet d'un médecin qui a créé en fait une cabine de télémédecine pour pouvoir avoir les mêmes conditions qu'une consultation présentielle, mais à distance avec ses patients. Pendant une crise, pendant une pandémie, il ne pouvait pas voir tous ses patients sur le terrain. Donc la meilleure façon, c'était d'être capable de les voir à distance, mais il lui fallait ces instruments pour faire vraiment le diagnostic clinique, l'examen clinique. Et donc la cabine de télémédecine est conçue tel un espace de cabinet médical, avec tous les instruments qu'utilise un médecin dans un cabinet médical, de façon à ce que le patient puisse être ausculté. Et il s'auto-ausculte. Il s'auto-ausculte. Tout est piloté par le médecin qui sait utiliser et qui guide le patient, donc qui aussi déclenche les prises de mesure. Donc je vais peut-être expliquer vraiment brièvement comment ça se passe, parce que c'est assez particulier. Donc en fait, le patient prend un rendez-vous, va dans une cabine de télémédecine, il va trouver à sa droite tous les capteurs, tous les instruments, otoscope, stéthoscope, voilà, pour étudier tout. Et le médecin va apparaître dans un écran, donc un véritable médecin va apparaître dans un écran, va accueillir le patient et démarrer le questionnaire et ensuite utiliser les instruments pour poser le diagnostic. Donc le médecin voit ce qui se passe dans la cabine. Absolument. Il le voit manipuler il voit son les patient. instruments. On a même une caméra très spécifique qui permet de voir le patient tout entier. Et donc, pour des raisons, par exemple, de cardio, c'est important de voir les mollets. Donc, on peut voir le patient tout entier. Ouais. Et le déroulé est le même que lors d'une consultation classique? C'est le même prix qu'une consultation classique? Oui, absolument. Absolument. Et c'est pris en charge de la même façon. Il en existe combien en France? On en a à peu près 150 aujourd'hui et puis on espère tripler. Et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors on les trouve dans les collectivités, c'est-à-dire en mairie, PMI, vous allez dans certains CCAS aussi,
pour les habitants, les citoyens, les concitoyens. Ensuite, vous les avez en entreprise en QVCT pour la santé des salariés. Donc, ça permet d'avoir pour les DRH des outils vraiment de caring salariés à disposition. Et c'est vrai qu'il y a un véritable effet sur l'absentéisme aussi, parce que les pathologies sont prises plus tôt. Et ensuite, on les a également à la fois dans les collectivités et dans les entreprises en santé au travail. Parce qu'il y a aussi une pénurie des médecins du travail, il faut le savoir. Et donc, ça permet aux médecins du travail de s'organiser, notamment sur des structures qui sont multisites, avec une infirmière de santé au travail sur site et une cabine de télémédecine au lieu de se déplacer régulièrement. Voilà. Et quel est le risque en termes de diagnostic ? Alors, je dirais 0. Non, ça n'existe pas malheureusement, ce qu'on disait tout à l'heure. Le risque en termes de diagnostic est relativement limité. Pourquoi? Alors, on a un accord, donc ce que je dis est fondé sur des études scientifiques. On a une dizaine d'années de recherche chez H4D en télésémiologie, c'est la pratique de la médecine à distance. Donc, c'est important parce que pour accompagner les médecins qui utilisent ces instruments, finalement, ces outils, ce ne sont que des vecteurs, ce que disait tout à l'heure Antoine, c'est vraiment la finalité qui compte. Donc en fait, nous, la technologie, on apporte un vecteur entre le patient et le médecin. Et pour cela, donc, on forme les médecins, on met à leur disposition également toute une banque de tutos qui leur permettent, de protocoles scientifiques, qui leur permettent de guider le patient et de poser le diagnostic de façon Mais qui sont ces médecins, justement? Ce sont eux qui vous sollicitent parce qu'ils ont entendu parler d'H4D? Comment ça marche? Alors, je ne dirais pas que ce sont les médecins qui sont les plus proactifs. Ce sont plutôt les entreprises et les collectivités qui veulent apporter des solutions aux déserts médicaux ou au manque de médecins locaux. C'est surtout ça. Ces entreprises qui, elles, sollicitent des médecins pour se former à la solution. Et scientifiquement, il est prouvé, pour revenir sur le diagnostic, c'est vraiment important parce que je crois que c'est à la fois une crainte des médecins et des patients. C'est qu'on travaille on a un accord avec un consortium avec Allsims, qui est le CHU d'Angers, le centre universitaire et le centre de simulation. Et donc, tous nos protocoles sont validés scientifiquement. Bien sûr, ils ne sont pas encore tous, parce qu'il y en a beaucoup, on a près de 140, mais c'est en cours. Et on se rend compte aujourd'hui que, par exemple, c'est très, très intéressant, parce qu'il y a un sujet clé, c'est la palpation d'abdomen, qui se fait sans instrument, mais qui est quand même un sujet. Et du coup, on voit qu'en présentiel, la palpation d'abdomen, on pose un diagnostic en présentiel, ça peut être à 50-50, c'est un peu qui est tout doux. Donc, il y a un risque de 50% ou, disons, une valorisation de 50%. Et en fait, quand on le fait à distance, on constate que le taux de diagnostic correct varie en fonction du médecin et de son expérience. Donc, c'est vrai que ramener à cette formation, avec un petit tuto de quelques minutes, finalement, on arrive à homogénéiser la validité du diagnostic, quel que soit le médecin et son historique, un jeune, un senior, etc. Donc voilà, la technologie et l'accompagnement sont intéressants de ce point de vue. Et que deviennent les données médicales ensuite? Alors ça, c'est un grand sujet, parce que en fait, comme on a des données calibrées, puisqu'on est toujours dans le même environnement, on a un environnement fixe, c'est intéressant. Les données aujourd'hui, justement, on est en train de les exploiter. Ça permet par exemple, d'annoncer une pandémie. Ça permet d'annoncer une anomalie de santé sur un territoire dans une entreprise. Un exemple concret, on a eu dans une entreprise que je ne peux pas citer, une montée de la tension intempestive pendant les fêtes de Noël. Voilà. Donc bien sûr, on a regardé ce qui se passait. En réalité, après investigation, c'est qu'ils avaient mis les huîtres à volonté au restaurant d'entreprise. Donc voilà. Donc tout le monde en a profité visiblement, puisqu'on a eu des hautes tensions anormales. Et donc voilà, c'est typiquement à petite échelle une anomalie qui peut être également à grande échelle. On aurait eu un territoire couvert par les cabines de télémédecine. Je pense que pendant la pandémie, on aurait pu identifier beaucoup plus facilement les questions. Déjà, cerner le diagnostic vital. Et deux, identifier les endroits les plus touchés. Hervé, tu as une question? Non, moi je trouve ça génial comme cabine. J'ai été à titre personnel vraiment pour voir ce que c'était, rue Poussin dans le 16e, donc pas du tout un désert médical, dans une pharmacie. Donc je ne sais pas si c'est chez vous, mais en fait c'était un peu pour être critique. Et je me suis dit qu'on devrait apprendre ça aux étudiants en médecine. Oui. En fait, parce que c'est pas ça qu'on leur explique. On leur explique justement palpation, auscultation, machin. Et en fait, il y a aussi la téléconsultation. Et je trouve qu'effectivement, quand on a le choix entre rien et un super diagnostic à distance, il n'y a pas photo. Voilà, avec instrument, de toute façon, c'est une expérience intéressante. Pour le patient, ça le rend aussi acteur de sa santé, parce qu'on voit, par exemple,
grâce à l'autoscope, on voit le tympan, on voit la gorge, donc une gorge irritée. Moi, ça m'est arrivé, gorge irritée. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas prendre une cigarette derrière parce qu'on voit que ce n'est pas beau du tout. Vraiment, on est convaincu en sortant parce qu'on voit également, on partage avec le médecin certaines informations. Donc, en fait, c'est une vraie évolution aussi pour encourager le patient à aller s'occuper de sa santé et en prendre soin et partager, pas tout laisser dans les mains du pauvre médecin qui doit toujours traiter après coup. Alexandre, je vous hochez de la tête, qu'est-ce que ça vous inspire? Des questions, j'en ai plein, mais si je devais en choisir Allez-y. 2, sur les 150 cabines, combien sont installées dans des déserts médicaux, J'ai à peu près 50-50 en pure collectivité, mais en réalité, il y a, parmi les entreprises, j'en ai bien 25% qui sont aussi en désert médical. Oui. Alors, ce qu'on sous-estime beaucoup, c'est que l'Île-de-France est, devinez, le premier désert médical. Voilà. Oui, rapport densité-population et disponibilité. La deuxième question, c'est vous parliez de palpation et vous disiez que il y avait une plus grande variabilité quand on le faisait à distance, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un bras robotique avec retour d'effort? Comment ça se passe? J'adorerais. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui, mais en fait, avec simplement la façon de guider le médecin, c'est-à-dire qu'il faut revisiter les manuels pour simplement bien pratiquer. Par exemple, si vous voulez trouver la glotte, on dit, voilà, vous posez votre bras, vous mettez vos 2 doigts là. Effectivement, on tombe dessus automatiquement, même quand elle n'est pas visible. Donc, en fait, ce sont des gestes très précis que les médecins apprennent. Donc, on leur apprend à guider le patient pour que le patient ait ses gestes extrêmement précis. Voilà. Antoine, le Paris Santé Campus héberge H4D. Qu'est-ce qui vous a séduit? Ce qui a été décrit, qui est une innovation très intéressante et une façon de résoudre encore une fois des problématiques qui sont très évidentes pour nos concitoyens. La réalité, en fait, on parlait de désert médical, c'est que en fait, la densité de l'offre de soins est relativement basse sur l'ensemble du territoire. Il y a très peu aujourd'hui de parties du territoire qui sont correctement dotées et on voit très bien que la technologie, l'approche numérique avec la possibilité de miniaturiser des capteurs, de sortir des environnements de soins, peut permettre ce genre d'innovation. Ça ne répond pas à tout et donc il faut arriver à trouver la bonne valeur pour les bons patients et pour le bon acte ou la bonne interrogation. Mais c'est le travail qui doit être fait à partir du moment où on a fait ça, et c'est la même logique pour ce qu'on a vu également, vous en parliez pendant le Covid, eh bien on est en capacité ensuite pour certains gestes ou certaines spécificités de mettre en place et de valider l'utilisation de ces outils. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Antoine Thénière, directeur général de Paris Santé Campus, Nesrine Benyaya, fondatrice de Docteur Data et docteur en droit, Anne-Laure Martin, directrice des data et des partenariats chez Unicancer, Alexandre Templier, cofondateur et président de Quinten. Merci beaucoup Valérie, directrice générale H4D. Présidente et directrice générale? Non, je suis présidente. Que présidente, très bien. Autant pour moi, et merci à toi Hervé, Hervé Bonneau, président de Next & Com. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Santé Future.